Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça va être antinomique avec ce qu'a dit Thomas. C'est-à-dire que plus c'est spécialisé et moins il y a de passerelles pour la créativité, pour mettre le grand bordel. Oui. Et justement, oui, alors je ne sais pas si vous avez tous vu, donc j'ai essayé d'écrire un article sur le calcul et ChatGPT. Si vous avez l'occasion de le regarder, je sais que David m'a fait des retours, c'est très intéressant. Euh, si vous avez l'occasion de le regarder, justement, ça parle un petit peu de pas mal de choses, des modules qu'on va rajouter à l'IA. Euh, et je prépare d'autres articles justement sur ce qu'on appelle l'alignement des modèles. Euh, GPT-4, il est meilleur sur pas mal de problèmes, sauf qu'il hallucine moins. Dans certains cas, c'est pas top quand il hallucine pas. Des fois, je passe sur le GPT-3 parce que je sais que lui, il aura beaucoup plus d'hallucinations et c'est plus intéressant à utiliser. Notamment pour faire des dialogues. Dans le jeu vidéo, par exemple, je pense que le jeu vidéo va être un des domaines où ChatGPT va être extrêmement puissant pour les jeux de rôle, notamment. Parce qu'au lieu d'avoir des jeux de rôle scriptés, on va peut-être avoir des jeux de rôle un peu plus, comment dire, fluides et malléable, on va dire, avec un GPT qui est derrière. Mais ça, on peut pas le faire avec GPT-4 parce que GPT-4, son rôle, ça va être de dire qu'il est une intelligence artificielle et il veut pas aller plus loin, quoi. Alors, Donc plus de voilà, créativité avec une version -1, quoi. C'est un peu ça, plus de créativité. voilà, c'est ça. Donc, par exemple, Llama aussi, Llama, le modèle de Facebook, pareil, il est extrêmement mauvais quand on lui demande des choses. Par contre, quand on lui demande de faire des discussions un peu originales, il est plutôt pas mal parce que sa base de données, c'est des discussions sur Internet. Donc forcément, il n'a pas du tout les mêmes compétences. Mais si on sait que tel modèle ou tel modèle est bon dans certains trucs, là où c'est pas bon, si moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de savoir où est-ce qu'un modèle est mauvais. Ça permet déjà d'avancer beaucoup quand on veut l'utiliser. Ça sert à rien d'avancer à fond si on sait que derrière le modèle il est pourri. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur savoir si le modèle est pourri ou pas, à part la publication que tu m'avais envoyée, David, justement, qui est intéressant, qui je trouve d'ailleurs dit que le modèle est pourri partout. C'est quand on voit les graphiques, on a l'impression que c'est pas bon du tout dans tous les domaines, alors que bon, malheureusement, heureusement, c'est quand même pas mal. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant aussi. Ouais, Et oui, vous pouvez le publier si vous voulez, hein. Voilà. Il faut le publier, oui. Il faut le j'aimerais publier. bien rebondir à ce que tu viens de dire à Thomas. Ouais. Euh, il y a un phénomène qui est apparu qu'on appelle le drift. Je ne sais pas si vous avez lu le mail que j'ai envoyé. Genre, le chat GPT-4 est moins performant en mathématiques que le GPT-3. Ah, j'ai vu ça. Ouais. C'est impressionnant parce que en termes de nombre de paramètres, de modèles sophistiqués et tout, le GPT-4, il est énorme, hein. On ne s'attendait pas à ces résultats. Mais voilà, il y a des limitations. Et d'ailleurs, on se pose une question, est-ce que le chat GPT-5 sera moins performant sur certains aspects, en fait? Et toute la question aujourd'hui, est-ce que avec la structure des modèles actuels, est-ce qu'on pourra arriver à des modèles plus performants? C'est une question sérieuse qui se pose aujourd'hui. Ben, on ne saura pas. C'est pas comme notre intelligence biologique avec des cellules, on a des fluides où c'est la beauté de la nature, où quand même il y a tellement d'interactions que ça se fait en harmonie. Aujourd'hui, avec des fils en silicium, je pense pas qu'on va aller plus loin que ça. C'est juste une remarque. Ça c'est la C'est première. hyper intéressant qu'on remarque parce qu'elle est un peu à contre-courant de la pensée ambiante, hein. Mm, Elle est en train de poser les limites ouais. des outils. Mm. Pardon, je t'ai coupé. Ah, pas de souci. Et le deuxième point, c'est concernant ce qu'a dit Luc, c'est l'apprentissage par spécialisation. Je ne sais pas si vous avez vu McKinsey, qui a pris les dizaines de milliers de documents en interne et qui a fait un, un- un chatbot. Il a tout, il a fait un OpenAI mais customisé pour McKinsey.
Dans ce cas d'usage, je pense que c'est très intéressant parce que on aura toujours de la créativité, parce qu'ils ne peuvent pas mettre le lien entre des dizaines de milliers de rapports en interne. Et en parallèle, euh, on aura des rapports d'une très bonne qualité. Vous savez, les rapports McKinsey sont très, très bien travaillés. Et comme ça, comment dire, ils séparent l'information qu'ils trouvent pertinente de l'information générique que ChatGPT a pris d'Internet. Voilà. Donc, je pense que avec des cas très spécifiques, si on a beaucoup de rapports, on peut entraîner le modèle. C'est vrai qu'on est dans une spécialisation, mais je pense qu'on peut aussi avoir de la créativité, tout ce qu'on veut. Alors, je voudrais, il est presque 11 heures, donc il faut qu'on conclue, mais je voudrais repasser la parole à Luc, euh, parce que ce que tu viens de dire me fait penser à une chose, c'est que Luc, à un moment donné, avait créé un chatbot dédié RGPD, donc hyper spécialisé, etc. Ça me fait penser à ça, mais en même temps, ça me fait penser à une deuxième remarque que tu as faite, Luc, lors de notre réunion dans le cadre du Hub FranceIA. C'est le distinguo entre chatbot d'un côté et IA générative de l'autre, LLM de l'autre. Juste nous résumer un petit peu sur ces deux Oui, aspects. on a fait une étude sur le sujet. Imaginons que je veux mettre en effet, comme le disait aussi David, hein, je suis une entreprise, j'ai plein de connaissances. Aujourd'hui, j'utilise un chatbot manuel, enfin manuel de l'ancienne génération pour répondre aux questions type SAV, par exemple, à mes clients. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais voilà, c'est un modèle qui est assez robuste, mais qui ne va pas répondre à 100% des questions. Je mets derrière la place un LLM. Là, je vais pouvoir répondre à 100% des questions euh, beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins d'entraînement. Donc ça, c'est les côtés très positifs. Mais voilà, ce qu'on disait, hein, le côté négatif, c'est qu'il peut y avoir du coup des hallucinations. Et pour le coup, on ne peut pas se permettre de mal répondre à un client ou en tout cas de donner une réponse qui est complètement fausse. Et ça, c'est les limites aujourd'hui qu'on a identifiées et qu'il faut du coup backuper entre guillemets en mettant des messages comme quoi, attention, vérifier les sources ou de donner même les sources du chatbot et de demander du coup au client en face de faire cet effort, peut-être d'évaluer la réponse. Enfin, aujourd'hui, voilà, c'est les conclusions qu'on a mis en place. Mais pour le coup, les résultats étaient bluffants. C'est-à-dire que les différentes études qui ont été mises en avant dans le livrable, c'est en effet, ça répond à 100%. Ça a des meilleures performances. Mais malheureusement, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il réponde une ânerie et qu'il a créé le bad buzz voilà, et soit très préjudiciable pour l'entreprise. D'accord. Luc, une dernière question. Est-ce que tu trouves que les clients sont plus ou moins tolérants avec ce type d'hallucination ou c'est inadmissible pour eux? Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui qui sont mis en production. Moi, j'en ai rarement vu parce qu'il y a un gros risque. Donc, on n'a pas beaucoup de retour d'expérience sur ça. Mais c'est des projections qu'on se fait. Si ça commence à être mis en production, attention à peut-être le 1% des mauvaises réponses qui peuvent créer le bad buzz. Donc, tu fais une capture d'écran, regarde ce qui m'a répondu. C'est la voix de l'entreprise qui est incarnée par le chatbot. Aujourd'hui, tous les contenus, toutes les réponses sont modérées dans les anciennes technologies. Donc, on sait ce qui est affiché à l'écran. Demain, voilà, c'est reformulé par ces technologies-là. Il peut y avoir une ânerie qui est glissée dedans et ça engage l'entreprise. Et donc là, ça peut être dangereux. Est-ce que vous avez essayé juste de faire un modérateur avec des LLM? Je sais qu'ils sont très bons aussi. Par exemple, donner une réponse de 1 à 10 pour savoir si la question est pertinente ou pas. Souvent, il est pas mal. Si jamais c'est 0, ben, on n'envoie pas la réponse, par exemple. Je sais pas si vous avez essayé. C'est-à-dire que c'est un LLM qui vient contrôler l'autre LLM. Euh, mais il peut aussi halluciner. Enfin, il y a le risque zéro Si on lui demande juste de 0 à 10, pas plus loin, ça peut aller. Mais après, oui. À tester. Ça améliore en tout cas la l'exploration. robustesse. C'est une bonne idée, oui.